livres plein les oreilles. Nouvelle saison, mes amis, la 10e de l'émission des livres plein les oreilles, animée, réalisée pour vous par Clotilde Sey. Je suis tellement ravie de vous retrouver en ce mois de septembre. Il me semble que cette émission gagne de plus en plus d'auditeurs, elle gagne de plus en plus en popularité des deux côtés de l'Atlantique, et croyez-moi, ça me fait plaisir, non pas sur un plan personnel, mais je trouve que ça n'est que justice pour le livre audio qui se porte de mieux en mieux partout dans la francophonie, sauf ici, au Québec, où les subventions se font toujours attendre, mais où les artisans gardent toujours l'espoir qu'ici aussi on suivra le courant. Alors, vous avez reconnu que, vous avez entendu, plutôt dirais-je, que cette musique d'indicatif n'est plus la même. Je trouvais que pour le 10e anniversaire, ça valait le coup peut-être de changer un petit peu. Alors, des livres audio, il s'en enregistre beaucoup. Je continuerai de vous les faire connaître. Faites passer l'info, mes amis. Cette émission peut s'écouter via Canal M, sur le web ou à la télé, ou encore par balado, et même par YouTube. Alors, très facile de l'entendre. Il suffit de cliquer des livres plein les oreilles sur votre moteur de recherche. Et en cette première semaine, je vous invite à jeter une oreille, puisqu'après tout on est encore un peu en vacances, sur la programmation des rendez-vous du roman historique de Magog. C'est une première qui se tiendra du 13 au 15 septembre, avec à l'honneur Joseph Facal, Éric Chacour, Arlette Cousture, Michel Plomer, Jean-Pierre Ferland et tant d'autres. Et puis, nous sommes encore éblouis par des images des Jeux Olympiques de Paris, ce qui m'amène à vous présenter 2 livres audio sur le dépassement de soi, et enfin des nouvelles parutions en audio. Bien sûr, tout cela sera appuyé par des extraits. C'est là tout l'intérêt de l'émission. Le rendez-vous du roman historique de Magog du 13 au 15 septembre, c'est une première. Puis j'ai pensé que, avec le mois de septembre, pour vous qui êtes sûrement des amoureux d'écriture et de lecture, que ce soit par les yeux ou par les oreilles, pour vous donc qui peut-être vous déplacerez à l'occasion de cet automne qui s'annonce beau, du moins je l'espère au moment d'enregistrer cette émission-là, pourquoi ne pas aller faire un petit tour à Magog et assister à ce rendez-vous du roman historique. Dieu sait que le roman historique fait un tabac au Québec, il compte parmi les livres qui se vendent le plus. Il y a dans la programmation toutes sortes de très jolies rencontres. Par exemple, ça va s'ouvrir avec Michel Plomer. Michel Plomer, écrivaine et éditrice, hélas, qui n'a pas été enregistrée de façon commerciale, mais si vous êtes mal ou non-voyant, tous les livres de Michel Plomer se retrouvent enregistrés via le SQLA, le Service québécois du livre adapté, et notamment cette trilogie dont elle viendra parler le vendredi 13 septembre de 10h à 11h30 à la Maison Mairie, juste après le lancement officiel du livre Souvenir du dernier atelier. Voilà. Le 15 septembre, il y aura parmi les rencontres celle de Joseph Facal, auteur invité, et de Raymond Cloutier, qui est son lecteur, pour nous présenter « Si tu vois mon pays », un livre de Joseph Facal, lu par Raymond Cloutier. On est en août 1837 avec Baptiste Lefrançois qui rentre de France après 6 années d'études en médecine, très impatient d'exercer son métier dans ce nouveau monde qui lui manquait tant. Je vous offre un extrait de ce livre, La tempête, Si tu vois mon pays, livre 1 de Joseph Facal, narrateur Raymond Cloutier. Aux premières lueurs de l'aube, il se réveilla avec un mauvais pressentiment et sut qu'il ne dormirait plus. Il tourna la tête vers sa femme, couchée sur le dos à ses côtés, la bouche ouverte, et vit son souffle quand elle exhalait. Ce sentiment lui était inconnu. Il s'en inquiéta parce qu'il menait une vie heureuse, sans souci majeur, et qu'en homme se piquant de science et de rationalité, il affichait un dédain moqueur pour les tireuses de cartes, l'influence des planètes sur le corps humain, et autres superstitions. Il s'assit sur le côté du lit et grelotta. Il se frictionna les bras, se frotta les yeux. La pièce était humide et glacée, le bois dans le poêle en fonte était consumé depuis longtemps. Sa chemise de nuit était moite. D'habitude, il se souvenait de ses rêves avec une abondance de détails qui l'amusaient.
« Tu inventes, disait sa femme. Il répondait « Non, je te jure. » Cette fois, une ou deux images, une atmosphère étrange, pesante, rien d'autre. Il revit le corps d'un animal assez volumineux, un loup ou un gros chien, reposant dans l'eau peu profonde, au bord du rivage, en partie dissimulé par les herbes jaunies, les quenouilles dénudées et la neige. Il s'approchait pour mieux voir. Une brume épaisse restait suspendue au-dessus de l'eau paisible. Pas un oiseau, pas un bruit, pas un souffle de vent dans cette contrée familière mais qu'il ne reconnaissait pas. Il avait eu froid aux pieds avant de s'apercevoir qu'ils étaient nus, dans la neige. Et c'était tout. Il regarda de nouveau sa femme. Elle dormirait encore longtemps. Il essaya d'ordonner son esprit. On était bien le matin du 31 décembre de l'an 1826. Ces images et cette inquiétude ne le quitteraient pas de la journée. « Fils, disait sa mère, si tu dors mal, c'est que tu as des soucis ou que tu manges mal. » Ni l'un ni l'autre, pourtant. Mais il devait se secouer. Il avait des tâches, des responsabilités, un rang. Louis-Pierre Fouché de Bellefeuille, qui approchait de la quarantaine, était seigneur des Mille-Îles, juge de paix, officier de milice, fils et petit-fils de seigneur. La journée serait chargée. Le 31 décembre de chaque année, il était l'hôte d'une réception pour le Nouvel An. Il s'en serait passé. Son défunt père, autoritaire et ombrageux, n'ouvrait la bouche que pour lancer des ordres. On ne l'avait guère aimé dans les alentours. Le fils, lui, n'était pas hautain et avait des manières qui tranchaient avec son rang. Pour soigner ses relations, il avait pris l'habitude de recevoir quelques notables locaux et des collaborateurs en fin d'année. C'était devenu lassant à la longue, mais on aurait pu mal interpréter qu'il ne le fasse plus. Il enfila ses chaussons, se leva, mit une couverture de laine autour de ses épaules et par-dessus sa robe de nuit. Il quitta sa chambre, emprunta le couloir. Toute la demeure était glacée. Il entendit du bruit. Il venait de la cuisine située à l'arrière de l'étage du bas. Il descendit l'escalier. Les marches grinçaient, il devrait y voir. Le vent, après avoir sifflé toute la nuit, avait cessé. Le coq chantait déjà. Un autre rendez-vous incontournable de ce rendez-vous du roman historique de Magog, c'est peut-être celui-ci. Pourquoi ne pas aller à la rencontre d'Éric Chacour, l'écrivain, oui, très connu grâce à ce livre qui a obtenu le prix Femina des lycéens l'an dernier, Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour. Il va aller à vous, ça ce sera, attendez, à l'espace culturel de Magog, voilà. Et ce sera le dimanche 15 septembre. Éric Chacour, écrivain, c'est une causerie qu'il vous propose avec à l'animation Marie Robert. Et donc ça va durer 1 heure. Et si vous n'avez pas encore lu ce chef-d'œuvre qu'est ce livre, Ce que je sais de toi, quelques mots. Il s'agit ici du récit d'une absence et d'une réconciliation. On est au Caire, dans les années 80. On assiste à la vie bien rangée de Tarek, qui est devenu en fait un carcan. Ce jeune médecin ayant repris le cabinet médical de son père, il partage son existence entre un métier prenant et le quotidien, je dirais le train-train de la famille, jusqu'au jour où une surprenante amitié naît entre lui et un habitant du lieu, Ali, qu'il va prendre sous son aile, et sa vie va s'en trouver complètement bouleversée. Voici un extrait du livre d'Éric Chacour, Ce que je sais de toi. Pendant que ton père rallumait d'une flamme sa pipe, tu t'imaginais revêtant sa blouse blanche, celle qu'il portait au rez-de-chaussée de votre villa de Doki, dont il avait fait son cabinet. Tu avais l'âge de n'avoir pour projet que ceux que l'on formait pour toi. N'était-ce réellement qu'une question d'âge ? Votre marche se poursuivait dans le silence. Chacun semblait absorbé dans ses pensées. Lorsque le tabac fut consumé, ton père consulta sa montre de gousset, celle qui portait à son dos ses initiales, et incidemment les tiennes. Il était l'heure de rentrer. Elle affichait systématiquement l'heure de rentrée quand il ne restait plus rien à fumer.
infaillible synchronicité entre pipe et montre de gousset. Le soir venu, tu annoncerais à ta mère que tu serais un jour docteur. Sans émotion, comme on transmet une information anodine que l'on vient d'obtenir. Elle accueillerait la nouvelle avec autant d'enthousiasme que si tu venais de lui présenter ton diplôme d'État avec mention. Nasser construisait le plus grand pays du monde et ta mère avait décidé que tu en serais le plus prestigieux médecin. Un peu plus tôt, Nesrine t'avait fait promettre de lui acheter une voiture rouge décapotable. Tu avais 12 ans. Tu te méfierais désormais des questions simples. Chapitre 2. Tu ne savais pas quand commencerait la vie. Petit, tu étais un élève brillant. Tu rapportais de bonnes notes à la maison et l'on te disait que ce serait utile pour plus tard. La vie commencerait donc plus tard. À ce stade, seuls défilaient des instants dont tu ne conserverais pratiquement rien. On ne retient pas le nom de ceux qui se sont usés le dos à vous porter sur leurs épaules, pas plus qu'on ne remarque les heures passées à préparer votre plat préféré. On conserve en revanche l'insignifiance. Tu avais ri de Nesrine parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer correctement pyramide en arabe. Vous aviez mangé sur une plage des frescas et la mélasse avait taché vos maillots. Tu dessinais avec ton doigt sur les fenêtres couvertes de buée quand Fatiha, votre domestique, cuisinait. Tu scrutais les adultes, leurs gestuels, leurs intonations, leur apparence. Il arrivait que l'un d'eux prenne la parole, comme désigné par une autorité naturelle, pour raconter la dernière plaisanterie qu'il avait entendue. Les yeux de l'assistance se rivaient sur lui, et cette attention nouvelle le transfigurait. Sa voix se modulait, ses mouvements épousaient son récit, et tu sentais une tension s'installer dans la pièce. Tu t'émerveillais de l'effet produit sur l'auditoire, une foule soudain réduite à une respiration unique dont le rythme épousait l'intonation de l'orateur. Ce dernier pouvait enfin accélérer le débit de ses mots et dévoiler la chute que chacun attendait. Tous l'accueillaient alors d'un rire sonore et libérateur, un rire non concerté et pourtant parfaitement accordé. C'étaient les hommes qui riaient. Pourquoi riaient-ils ? Tu n'en savais rien. Les indéchiffrables sous-entendus, les évidentes exagérations, les mots qui t'étaient encore inconnus, les œillades complices, les mots réprobatrices des mères qui rappelaient la présence d'enfants, les gestes désinvoltes des hommes qui semblaient leur répondre que de toute façon ils ne sont pas en âge de comprendre. De toute façon, tu n'étais pas en âge de comprendre. Ce langage semblait appartenir au monde des adultes, un continent lointain qu'il te restait à découvrir. Tu ignorais si l'on y échouait un jour sans s'en apercevoir, pour trop avoir laissé l'enfance dériver, ou s'il s'agissait de terres qui se conquièrent dans la souffrance. Se pouvait-il qu'elle te reste à jamais étrangère ? Rirais-tu un jour comme eux ? C'est quelque chose, ce que je sais de toi, prix Femina des lycéens d'Éric Chacour, lu par Loïc Renard. C'est un livre que vous retrouvez notamment sur le catalogue de Audiolib qui a produit ce livre-là. Je vous rappelle que si vous voulez aller à la rencontre d'Éric Chacour, eh bien, il sera de cette formidable initiative littéraire qui nous vient de Magog, qui va recevoir le premier rendez-vous du livre, du roman historique. Ce sera du 13 au 15 septembre et que Éric Chacour, je vous le répète, eh bien, vous pourrez le rencontrer à la Maison Mairie de 18h30 à 21h30. Ah non, pardon, je fais une petite erreur ici. Oh là là, non, pardon, oubliez ça. Vous pouvez le rencontrer de 13h à 14h, Éric Chacour, le dimanche 15 septembre. Et ça se passe, je vais vous retrouver ça tout de suite, à l'espace culturel de Magog. Ne manquez pas ça encore une fois. Le clan Picard, avez-vous lu ça ? Ça, c'est de Jean-Pierre Ferland. Un type
incroyable qui écrit des romans historiques que vous appréciez beaucoup et qui sera également de ce festival, de ce rendez-vous du roman historique de Magog. Alors déjà, je peux vous dire quand est-ce que vous pourrez le rencontrer, lui. Ce sera à la Maison Mairie de 18h30 à 21h30. Bon, d'abord, c'est une soirée littéraire, hein, évidemment, et on va tenter avec Jean-Pierre Ferland. En fait, ça va être toute une aventure littéraire parce que l'auteur Jean-Pierre Ferland de romans historiques va tenter de convaincre les participants de publier son nouveau manuscrit. Donc, ça va être une interaction entre un éditeur, un auteur et Marie Robert qui va animer tout ça. Alors, de Monsieur Jean-Pierre Charland, lu par Claudette Lambert, nous avons notamment cette série consacrée au clan Picard. J'ai pour vous un extrait du tome 1, Lévi Rapiécé. Pour les membres de la famille Picard, la fin de 1945 marque les retrouvailles. Alors il y a Thalie qui rentre d'Angleterre en compagnie de sa fille Aglaé, une enfant née hors mariage, mon Dieu. Elle retrouve sa mère Marie qui était scellée depuis le décès de son époux et la veuve s'imagine déjà vivant seule avec sa fille et sa petite-fille. Mais à 45 ans, Thalie entend conserver farouchement son indépendance. Et puis il y a aussi Thomas, grièvement blessé lors du trop célèbre raid de Dieppe, qui a été rapatrié. Il y a aussi Béatrice Dupire, il y a tant de personnages chez les Picards, de quoi s'y perdre, honnêtement. Alors, dans l'extrait que je vous propose maintenant d'entendre, on nous fait un petit peu le plan, la genèse de la famille Picard, avec la voix de Claudette Lambert, lisant Vie Rapiécé, tome 1 du clan Picard de Jean-Pierre Ferland. Les séries Les Portes de Québec, Les Folles Années et Les Années de plomb racontent l'histoire de la lignée d'Euphrosine et Théodule Picard, les fondateurs d'un grand magasin construit rue Saint-Joseph à Québec. Euphrosine et Théodule ont eu 2 fils, l'aîné, Alfred, 1861 à 1914, le cadet, Thomas, 1866 à 1919. Nous avons suivi les 2 frères dans la première saga, et leurs enfants dans la seconde. La troisième a mis en scène certains de leurs petits-enfants. La présente série, comprenant 3 tomes, permettra de découvrir le destin de leur descendance. Avec Aglaé, fille de Thalie, nous arrivons donc à la 4e génération, si nous considérons que le couple Théodule et Euphrosine forme la première. La lignée de Thomas Picard. Principal héritier de ses parents, Thomas épouse Alice en premières noces et devient veuf en 1897. Il a 2 enfants avec elle, Eugénie, 1889 à 1929, et Édouard, né en 1891. Il a un 3e enfant, illégitime celui-là, Mathieu, avec sa secrétaire, Marie Buteau, en 1897. Toutefois, son frère Alfred épouse la jeune femme et assume la paternité. Cette même année, Thomas épouse Élisabeth Trudel, la préceptrice de ses enfants. Il n'a aucune descendance avec elle. Au décès de Thomas, son fils Édouard assume la direction du commerce de la rue Saint-Joseph. En 1917, il épouse Évelyne Paquet, la fille d'un juge, essentiellement pour échapper à la conscription. Devant ses aventures extraconjugales, celle-ci obtient une séparation de corps en 1925 pour retourner chez son père avec son fils, Thomas Junior, né en 1918. Dans le contexte de la crise économique, commencée en 1929, l'administration déficiente d'Édouard permet à son demi-frère Mathieu et à son ancien beau-frère, Fernand Dupire, l'époux d'Eugénie, de reprendre le magasin en 1932 avec l'aide de Marie. Après sa faillite, Édouard s'efforce de se refaire une santé financière dans la vente de voitures. Il apprend en 1942 que son fils Thomas Junior a été blessé et fait prisonnier par les Allemands lors du raid de Dieppe.
Eugénie a hérité de la névrose de sa mère Alice. Elle déteste sa belle-mère Elisabeth et semble poursuivre des chimères. En 1909, toujours célibataire, elle accouche d'un enfant, Jacques, tout de suite confié en adoption à un employé du grand magasin Picard, Fulgence Les Tourneaux. Et puis, il aurait été difficile de mener à bien un rendez-vous du roman historique sans en inviter sa reine, c'est-à-dire hommage Arlette Couture. Et on va faire un hommage à Arlette Couture, devrais-je dire, hommage à cette personnalité de 17h à 17h45. Ce sera le dimanche 15 septembre également. Et ce sera présenté au Musée international d'art naïf de Magog. Rapidement, vous dire que les filles de Caleb se retrouve dans les catalogues d'Arlette Couture, mais également son plus récent livre écrit en 2002, En voiture, All Aboard. J'ai été ravie de lire un article dans l'actualité nous disant qu'au mois d'août dernier, entre autres, on a constaté que les femmes sont à l'honneur. Les femmes, les héroïnes féminines, mais aussi les femmes autrices sont à l'honneur dans le classement des 200 meilleures ventes dans la francophonie, donc notamment France, Belgique, etc. Et ce sont des livres qui, bien sûr, sont également disponibles ici au Québec. Il y en a un qui s'appelle La sage-femme d'Auschwitz, d'Anna Stuart, qui malheureusement n'a pas encore été enregistré, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le sera pas prochainement. Mais il y en a un qui a été enregistré, c'est La femme de ménage de Frida McFadden, qui a été traduit par Karine Forestier. Et c'est lu par Laure Filiou et par Audrey Sourdive. La description qu'on nous en fait de ce livre, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, qui est une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école, elle prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée. C'est l'occasion de repartir de zéro. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et surtout de plus en plus toxique. Et puis, il y a surtout cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années. Alors, heureusement, le gentil et séduisant M. Winchester est là pour rendre la situation supportable, mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses, et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, eh bien, il est peut-être trop tard. Voici un extrait du livre qui fait un tabac en ce moment en France, La femme de ménage de Frida McFadden. C'est lu par Audrey Sourdive. Extrait. Je ne m'y connais pas beaucoup en marque, mais il est évident que tout ce que porte Nina Winchester est douloureusement cher. Son chemisier crème me donne envie de tendre la main pour toucher le tissu. Inutile de dire qu'un geste pareil anéantirait toutes mes chances d'être embauchée. Pour être honnête, je n'ai aucune chance d'être embauchée de toute façon. Eh bien, je commence, choisissant soigneusement mes mots, car en dépit des rejets à répétition, j'y crois encore. J'ai grandi à Brooklyn. J'ai exercé beaucoup d'emplois de ménage, comme vous pouvez le voir sur mon CV. Mon CV soigneusement adapté. Et j'adore les enfants. Et aussi, je jette un coup d'œil à la ronde, à la recherche d'un jouet à mâcher pour chien ou d'une litière pour chat. J'aime aussi les animaux de compagnie. L'annonce en ligne pour l'emploi de femme de ménage ne mentionnait pas d'animaux. Mais on n'est jamais trop prudent. Qui n'apprécie pas un amoureux des animaux ? « Brooklyn !» s'exclame Madame Winchester, radieuse. « J'ai grandi à Brooklyn, moi aussi. Nous sommes pratiquement voisines. » « Absolument. » Je confirme, même si rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Il y a beaucoup de quartiers convoités à Brooklyn, où il faut débourser un bras et une jambe pour une minuscule maison de ville. C'est pas là que j'ai grandi. Nina Winchester et moi, on n'a rien en commun. Mais si elle veut croire qu'on est voisines, je vais me faire un plaisir d'abonder dans son sens.
Madame Winchester coince une mèche de cheveux blonds dorés brillants derrière son oreille. Elle les porte au niveau du menton, une coupe à la mode qui camoufle son double menton. Elle a la trentaine bien tassée, et avec une autre coiffure et d'autres vêtements, elle serait très ordinaire physiquement. Mais elle a utilisé sa fortune considérable pour tirer le meilleur parti de ce qu'elle a, et ma foi, je peux pas dire que je ne respecte pas la démarche. Côté look, j'ai pris la direction opposée. J'ai beau avoir dans les 10 ans de moins que la femme assise en face de moi, je ne veux pas qu'elle se sente menacée par ma personne. Alors, pour mon entretien, j'ai choisi une longue jupe en laine épaisse, achetée dans une friperie, et un chemisier blanc en polyester avec des manches bouffantes. Mes cheveux blonds cendrés sont attachés en arrière dans un chignon sévère. J'ai même investi dans une paire de lunettes en écailles de tortue, aussi surdimensionnées qu'inutiles. Le look professionnel est absolument pas sexy. Donc, le travail, reprend-elle. Ce sera surtout du ménage et un peu de cuisine si vous êtes à la hauteur. Êtes-vous bonne cuisinière, Millie? Oui. Mes talents culinaires sont la seule chose sur mon CV à n'être pas un mensonge. Je suis une excellente cuisinière. Ses yeux bleu pâle s'illuminent. C'est merveilleux. Honnêtement, nous ne mangeons presque jamais un bon repas fait maison. Pouffe-t-elle. Qui a le temps? Excellent. Honnêtement, j'avais fermé les yeux, puis je m'étais complètement laissé avoir par la narration d'Audrey Sourdive de La femme de ménage de Freda McFadden, qui, je vous le rappelle, est l'une des meilleures ventes en ce moment dans la francophonie et qui existe, vous l'avez entendu, en audio. Avant de finir cette première demi-heure de l'émission, un petit rappel pour vous dire que le rendez-vous du roman historique se tiendra à Magog du 13 au 15 septembre. Au niveau des prix, ça varie de 5 à 30 $. Si vous allez carrément sur le site, il suffit de faire rendez-vous du roman historique de Magog. Vous allez tomber sur le site et là, vous allez avoir un numéro de téléphone parce qu'il semble que les réservations soient obligatoires. Et puis là, vous verrez toute la programmation de ce rendez-vous qui a été mis sur pied avec l'Association des auteurs et autrices de l'Estrie. C'est possible aussi grâce à la participation de la MRC Memphrey Magog, de la ville de Magog, de la bibliothèque GGC, des amis de la bibliothèque Memphrey Magog et des éditions Chauve-souris. De quoi passer une très très belle fin de semaine en Estrie. Ici Clotilde Sey, je vous retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de l'émission Des livres plein les oreilles, 10e édition. Une musique que vous avez entendue souvent cet été, les Jeux Olympiques. On a encore, je ne sais pas, je vais peut-être parler pour moi, je ne sais pas pour vous, mais quoique si, je sais aussi pour vous, parce que beaucoup de gens, comme moi, ont été excessivement touchés par les images que nous ont offert nos télévisions. D'ailleurs, je remercie surtout Tout.tv, parce que alors là, la couverture sur Tout.tv, c'était une vraie merveille, sans publicité nauséabonde, et puis avec un choix d'images, on pouvait absolument voir de tout. Personnellement, je ne m'étais jamais passionné pour la voile ou pour l'escrime ou pour tout ça. Puis alors, sur fond de Paris, je dois dire, où j'ai vécu 9 ans, je vous parle de ça... C'était il y a fort longtemps et j'ai trouvé absolument magnifique cette façon de s'accaparer le décor naturel et pour y inclure tous les sports qui étaient représentés là-bas. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était
que c'était un magique, un moment magique qui va nous rester. Alors je me suis dit, il doit bien y avoir des livres sur les Jeux Olympiques en audio. Eh bien, pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Je n'ai absolument rien trouvé. Mais au moins, j'ai quand même pu trouver 2 livres qui, je trouve, sont peut-être représentatifs de l'effort, de cette façon qu'ont les athlètes de se dépasser. Pendant 4 ans, ils se préparent et tout d'un coup, ça dure quoi? Parfois 10 secondes, parfois 3 heures, comme le marathon, ou un peu moins, 2h30, ou 2 heures, mais et tout d'un coup, pouf, c'est là le dépassement. Et j'ai 2 cas à vous proposer, 2 extraits de livres très différents. Le premier est consacré à Emil Zatopek. Qui fut Emil Zatopek? Eh bien, c'était un coureur tchèque qui a été à la fois un officier tchèque, un véritable héros du socialisme soviétique et quelqu'un qui a dominé l'athlétisme après la guerre, avant de devenir un dissident qui a été condamné aux travaux forcés après le fameux printemps de Prague. Jean Echenoz rappelle dans un livre qui s'appelle simplement « Courir », le contexte troublé dans lequel grandit Émile, qui subit l'annexion de sa patrie par le Troisième Reich, puis l'occupation par l'Armée rouge, et qui décrit l'ascension de cet autodidacte au physique assez extraordinaire. C'est une biographie à la gloire d'un homme discret, simple, modeste, qui a souffert d'être encensé durant la décennie où il domina le sport mondial. C'est aussi l'évocation d'une époque où le fric n'avait pas mis la main sur le sport pour en faire le jeu ou le spectacle que nous connaissons aujourd'hui. Et comme l'a écrit un lecteur dans Babelio, c'est une lecture saine en cette période d'Olympiade, parce que au moment où je les écris, elles sont finies, mais il y a les paras qui vont commencer bientôt d'ailleurs. Il en sera énormément question ici à Canalem. Alors, un extrait de Courir de Jean Echenoz en mémoire d'Emil Zatopek, énorme coureur qui a dominé l'athlétisme après la guerre. À l'arrivée, tout le monde imagine qu'après un tel effort, ayant fait preuve de ressources à ce point surnaturelles, le diabolique Émile ne peut que s'écrouler. Or, pas du tout. Il se met au contraire à gambader à travers le stade, part en petite foulée chercher un petit verre d'eau, revient en trottant vers la tribune des vainqueurs, donne une bourrade cordiale, quoique respectueuse, à Eino éprouvé, puis, pirouettant, se dresse en impeccable équilibre sur les mains, se mettant même à courir quelques mètres sur elle, pour changer un peu. Franchissant les barrières en vociférant, le contenu des tribunes se déverse sur lui. Émile est noyé dans une foule frénétique, au milieu de laquelle, entre 2 têtes joviales, il aperçoit le docteur Kninicki, pleurant de bonheur et plus hilar que tous. Puis, après que l'on s'est un peu calmé, il se retrouve dans un pub, devant 2 pintes de bière sur laquelle Émile ne crache pas, le docteur Kninicki non plus. « Eh bien, dis donc, lui dit le docteur, tu avais l'air d'avoir un de ces torticolis. Tu grimaçais encore plus aujourd'hui qu'à Berlin. »« Je sais bien, reconnaît Émile, c'est ce qu'on me reproche tout le temps. À l'entraînement, aux compétitions, ils disent tous ça. Mais je ne peux pas faire autrement, ce n'est pas un genre que je me donne. Je te jure que ça fait vraiment mal, ce que je fais. Si tu crois que je n'aimerais pas mieux sourire, tu pourrais quand même essayer, suggère distraitement le docteur en levant la main pour renouveler sa pinte. Je n'ai pas assez de talent pour courir et sourire en même temps, reconnaît Émile en levant aussi la sienne. Je courrai dans un style parfait quand on jugera de la beauté d'une course sur un barème, comme en patinage artistique. Mais moi, pour le moment, il faut juste que j'aille le plus vite possible. La voix de Jean Echenoz faisant revivre la passion qui animait Émile Zatopek pour la course à pied. Oui, bien sûr, c'est souffrant, sans doute, et là en plus on lui demande de sourire, mais au moins lui, il buvait sa bière après un marathon. Les autres, non, jamais. Ah là là, une autre personne dont j'ai envie de vous parler, de vous reparler, parce que j'en avais déjà parlé à l'émission il y a au moins peut-être 7 ou 8 ans, c'est Nathalie Bisson. Nathalie Bisson nous a offert un livre qui existe maintenant en audio qui s'appelle « Le Pays du bonheur » qu'elle a coécrit avec Mylène Moisan. Je vais laisser à Mylène Moisan le soin de vous décrire comment cette femme, Nathalie Bisson, le corps hypothéqué par une maladie, a trouvé le moyen pour la combattre,
la course à pied. Avis d'une lectrice. À partir de ce moment, elle dit, c'est donc à partir de ce moment que nous pouvons suivre son parcours jusqu'à aujourd'hui, le parcours de Madame Bisson Nathalie. Je tiens à vous le mentionner, suite à la lecture de ce petit livre, j'admire énormément cette femme, que ce soit son combat vis-à-vis de sa maladie ou sa persévérance dans la vie de tous les jours. À mes yeux, elle est devenue une source de motivation. Son récit se lit drôlement bien. Ça fait drôlement du bien de lire ce petit livre et de sentir que la performance, ce n'est pas important. Je viens carrément de changer ma lunette de vision vis-à-vis de mes limitations physiques et juste pour cela, je remercie Nathalie. Vous l'aurez compris, Nathalie Bisson n'a jamais couru pour attraper une médaille, n'a jamais couru pour arriver la première, et c'est ce que va bien nous expliquer Mylène Moisan, journaliste. J'imagine qu'elle l'est encore. À l'époque, elle travaillait pour le Soleil à Québec, et elle a coécrit ce livre avec Nathalie Bisson, Le Pace du bonheur, extrait. Nathalie Bisson avait toutes les raisons de ne rien faire. Toutes. Elle aurait pu invoquer 1000 excuses pour ne pas s'activer. Elle a fumé comme une cheminée pendant plus de 20 ans. Elle n'avait pas fait de sport depuis les parties de ballon-ballet au Patro. Elle avait les enfants, un travail à temps plein. Et une maladie qui mine son corps, la polyarthrite rhumatoïde sévère. Même le médecin qui lui a annoncé le diagnostic en 2002, elle avait 36 ans, lui a recommandé de ne plus rien faire, de se magasiner une marchette et éventuellement un fauteuil roulant. La route qui se dessinait devant elle était pavée de comprimés, d'antidouleurs et même de chimiothérapie. Elle n'aurait rien fait que personne ne lui en aurait voulu. On aurait compris. On aurait dit « chienne de maladie ». Nathalie est allée lire sur cette chienne de maladie. Elle a appris qu'elle était auto-immune, comme si son système immunitaire se rebiffait contre elle. Elle a surtout retenu que s'adonner à l'activité physique pouvait faire une différence et elle s'est dit qu'elle n'avait rien à perdre. Au lieu d'un fauteuil roulant, elle s'est procuré un vélo stationnaire. Et, là encore, elle aurait eu toutes les raisons d'abandonner, quand après 1 mois, elle souffrait encore le martyre lorsqu'elle embarquait sur son immobile bécane. Elle aurait pu dire « J'ai essayé », mais elle a continué. Ce livre que j'ai écrit avec elle raconte comment, 9 ans plus tard, Nathalie a pris le départ d'un marathon. Et surtout, de quelle façon elle a franchi la ligne d'arrivée. J'ai écrit une chronique sur elle en 2016. Elle me racontait le bonheur de ce moment-là. Le fil d'arrivée est un des plus beaux endroits sur la Terre. Tout le monde peut le visiter, avec ses objectifs, selon ses propres capacités. Je pourrais vous en parler des heures et des heures. Je veux propager mon message, donner espoir afin que monsieur et madame tout le monde sachent que c'est accessible à tous. Ce livre, c'est ça. Et ce n'est pas seulement un livre sur la course. C'est un livre sur la course comme métaphore de la vie. Sur la vie tout court. Ironiquement, dans la vie comme dans la course, Nathalie propose d'arrêter de courir tout le temps, un peu comme la rusée tortue de Jean de La Fontaine, qui coiffe le lièvre au fil d'arrivée. Elle va plus loin encore. Elle nous dit d'oublier le lièvre et tout simplement de le laisser arriver en premier. Tout ce qui compte, c'est d'atteindre le fil d'arrivée, au propre comme au figuré. Parce que le fil d'arrivée vous appartient tellement qu'il peut être ce que vous voulez. Pour Nathalie, c'était le fameux 42. Distance mythique du marathon. Mais ça peut aussi être le demi, le 10 km ou le 5. Et ça peut aussi n'avoir aucun lien avec la course. Ça pourrait être Compostelle, tiens. C'est un objectif dont vous êtes le héros. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissent pas trop la course, il y a le concept du pace. Il faudrait dire cadence, qui est en quelque sorte un marqueur de vitesse. Et dans les courses officielles, il y a des pace bunnies, ou lapins de cadence, des coureurs étalons qui permettent aux participants d'avoir une idée
du temps qu'ils feront. Nathalie n'en a rien à faire des lapins. Elle a sa propre cadence qu'elle a baptisée le Pays du bonheur, qui est en fait un majestueux pied de nez au lapin. Pour arriver à ça, elle a d'abord fait comme bien du monde. Elle s'est laissée griser par la performance, à compter son temps, ses pas, ses calories, jusqu'au jour où elle a réalisé qu'elle allait plus vite si elle alternait la marche et la course, si elle écoutait son corps, si elle profitait du moment. Elle a jeté sa montre de course. Après avoir couru le marathon de Paris, elle n'a jamais eu la curiosité d'aller voir en combien de temps elle l'avait fait. Tout ce qui lui importait, c'était de l'avoir fait. Formidable, cette femme Nathalie Bisson, qui a donc rédigé avec Mylène Moisan ce livre qui s'appelle Le Pays du bonheur et dont nous venons de lire un extrait. En fait, c'est pas nous qui l'avons lu, mais enfin, je vous en ai diffusé un extrait de ce Pays du bonheur, une femme à découvrir. Si vous souffrez de quoi que ce soit, bien, c'est le genre de livre qui va vous donner bien du courage et qui va vous permettre peut-être, si vous êtes au fond de la piscine, de donner vous savez, le petit coup qu'il faut là, tout au fond pour pouvoir remonter à la surface. Nouveauté francophone. Alors apparaître d'abord chez Audiolib à l'ombre des choses d'Anatole Édouard Nicolo. C'est lu par lui-même, par l'auteur, et c'est un premier livre, qui se vend déjà très très bien. La preuve, c'est qu'il est déjà en livre audio. Un petit résumé de ce qui se passe dans ce bouquin d'Anatole Édouard Nicolo. Anatole a une enfance heureuse avec son frère jusqu'au jour où, paf, le divorce. Jusque-là, ça arrive dans bien des familles, mais perte de repères, foyer social, squat, c'est un véritable séisme émotionnel, une dégringolade. À l'école d'abord, et puis la séparation des deux frères qui tentent tant bien que mal de s'en sortir comme ils peuvent, l'un comme l'autre. Alors il y en a un, il va se réfugier dans la musique, mais Anatole, lui, il va en baver. C'est un roman vraiment autobiographique, c'est sûr, qui prend aux tripes. Une écriture facile d'accès, mais en même temps poétique, qui s'avère très, très, très visuelle. C'est parce que ce qui va arriver après la séparation, c'est que si la mère se retrouve littéralement en foyer, démunie, sans argent, sans rien, le père, lui, s'épivarde et vraiment et dort dans de la soie. Et voilà. Alors comment est-ce que quand on est des enfants du divorce et comment un type comme Anatole peut-il vieillir, devenir adolescent et adulte au milieu de ce tumulte et de ces deux personnes tellement différentes qui l'ont conçu finalement. À l'ombre des choses demeure, nous dit-on, tous les critiques sont d'accord, c'est un récit coup de poing, coup de cœur. C'est même le coup de cœur de cette rentrée littéraire 2024. En voici un extrait lu par l'auteur, Anatole Édouard Nicolo, À l'ombre des choses. La ville était coupée en deux par une jolie rivière se jetant bien plus loin dans la Loire pour finir par se vider dans l'Atlantique. Des deux rives, la gauche, avec son petit port et son quai de la Savate, était la plus sympathique. Non loin du port, ma grand-mère avait tenu une boutique de graines pour oiseaux de toutes sortes, exotiques, perruches, tourterelles. Elle vendait des oiseaux. Et des cages. On m'avait raconté ça. Mon grand-père s'occupait des fossés du château, en contrebas des tours. Aimer les fleurs et les animaux, c'était son métier. Aimer les oiseaux, sa passion. Son truc, c'était les canaris de posture. Des titres de champion de France d'élevage d'oiseaux en avalanche. Ça ne payait pas le loyer, mais cela faisait rêver la famille. C'était assez. Je n'ai connu ni mon grand-père, ni les oiseaux. Mais on m'avait aussi raconté ça. C'était une ville moyenne, au climat tempéré, douce. Elle se classait régulièrement parmi les villes les plus agréables. À une 30aine de minutes du centre, mon quartier. Et une seule ligne de bus pour y arriver, la ligne 7, jusqu'au 43, boulevard Gaston Ramon. Nous habitions là, ma mère, mon frère G et moi, depuis le divorce de mes parents. Mon père vivait ailleurs, pas très loin.
Le 43 était un foyer social que l'État mettait à disposition des familles démunies. Un bâtiment rempli d'histoires de tous les horizons, où les boîtes aux lettres débordaient de courriers froids que personne ne voulait ouvrir. Chaque après-midi, je croisais M. Jacques en rentrant de l'école. C'était un homme au dos voûté, qui occupait un appartement au rez-de-chaussée. Son ventre débordait de son jogging, ses longs poils masquaient sa peau noire, et ses mains enflées trahissaient la colère qui l'habitait. Originaire du Malawi, il avait laissé sa famille derrière lui, et n'avait pour compagnie que sa télévision fidèle et constante. Monsieur Jacques n'avait jamais trouvé d'emploi en France et avait dû, pétri de honte, laisser s'envoler ses rêves de vie meilleure pour sa famille. Tous les jours, au même moment, il sortait la tête par la fenêtre comme pour surveiller la rue. Il demeurait silencieux, se contentant d'un simple « Salut petit gars !» porté par les vapeurs sucrées de la bière. Une des rares fois où il m'a adressé la parole plus longuement, ça a été pour dire « Les garçons comme toi n'ont rien à faire ici ». Puis il a retenu un rot, rentrant son menton dans son cou. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Il était évident que ma place était là, au 43, boulevard Gaston-Ramon. À l'ombre des choses, Anatole Édouard Nicolo, voilà l'extrait du livre que vous venez d'entendre. Le suivant. Christian Bobin, qui, vous savez, nous a quittés l'an dernier, il avait commencé à rédiger Le Murmure chez lui, au Creusot, en France, en juillet 2022. Et il a poursuivi cet écrit-là sur son lit d'hôpital durant les 2 mois qui ont précédé sa mort. C'était le 23 novembre 2022. Je vous ai dit l'an dernier, mais non, c'était déjà il y a 2 ans. Alors, Le Murmure fait partie de ces œuvres extrêmes qui sont écrites, vous le comprendrez bien, dans des conditions extrêmes. Et dans ce livre, dans cet ultime bouquin, Bobin, qu'on peut considérer comme le plus humain des poètes, se révèle être aussi le plus héroïque. Vous savez que Christian Bobin avait un rire explosif. Et ce rire, il semblerait qu'il résonnait beaucoup dans les couloirs de cet hôpital lorsqu'il s'est donné comme défi de terminer ce livre, Le Murmure. À ce moment-là, on réalise qu'il était fidèle à cette parole de Rimbaud. Rimbaud qui disait « Je suis de la race qui chantait dans le supplice ». Eh bien, il a écrit dans le supplice et jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier souffle, Le Murmure qui est la trace d'une course entre l'amour et la mort. Et à la fin, c'est l'amour qui gagne. Ça fait de ce livre un sommet d'humanité, un livre qu'il faut à tout prix avoir dans sa bibliothèque, un livre à lire ou à écouter, c'est encore mieux, surtout lorsque c'est lu par... écoute, il va falloir que je refasse une recherche parce que je pense que j'ai bêtement effacé le nom du narrateur, mais je vais vous retrouver ça et je vous donnerai le nom de ce type, de ce narrateur merveilleux, lisant Le Murmure de Christian Bobin, dont voici un extrait. Une sonate de Schubert est une petite bête sauvage prise au piège et tirant sur le collet qui lui rougit de plus en plus le cou. Je ne comprends rien à sa musique. J'aime bien lorsque je ne comprends plus. Il me semble que Schubert a inventé une musique plus longue que la vie. Je n'ai que mon cœur pour traverser la vie, rien d'autre que cette valise de réfugiés en cuir rouge, cadenassée à la naissance. Le travail d'un pianiste, c'est de s'asseoir. Le reste va de soi. Avec un seul doigt appuyé sur une touche un peu plus longtemps qu'il n'est raisonnable, Sokolov retient la note jouée en captivité jusqu'à ce que la note suivante, vierge d'ancêtre, apparaisse, lumineuse comme un voilage flottant au-dessus d'un berceau et de son navigateur bravache. À quoi me fait penser cette main qui multiplie les apaisements comme pain et poisson de l'Évangile? À ses premiers accompagnements, quand, enfants, nous sentions autour de notre main, l'enveloppant comme un moineau captif,
la main géante d'un père ou d'une mère pourtant si faible. J'écris à voix basse, comme parle le lilas dans la nuit profonde et qu'il donne les dernières gouttes de son sang mauve. J'écris comme les étoiles qui planent en ignorant les dormeurs dans leur lit, les puissants à leur whisky, les morts à leurs soupirs. J'écris comme on rêve. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que ton visage rompt les amarres, qu'il prend le large. Pourquoi, étant avec nous, n'es-tu pas avec nous? J'écris comme on s'absente. Je cherche quelque chose, ou quelqu'un. Un battement de cils d'une rose trémière, archiduchesse de l'air. Une parole brûlante qui fait éclater le vase du cœur. La neige, la harpe de la neige. Ou simplement le silence d'une cuisine vers les 11 heures du soir, quand la vaisselle a revêtu sa tenue de lumière, que la totalité de notre vie se présente à nous, et la voir est insupportable. Nous sommes de si faibles architectures. Un rayon de lune et nos piliers tremblent, menacent de s'effondrer. J'écris comme se cachent les bêtes éprises de leur faim, blessées à mort par la beauté de vivre. La société, cette folle que personne ne gouverne, roule en bas de ma fenêtre. J'entends le chant des milliers de pneus qui avancent vers aucun but. Il me parvient à travers le pépillement des étourneaux logés sous ma fenêtre dans le dortoir des arbres. Dans ma chambre constellée d'yeux sauvages, j'édifie une digue de silence, comme il s'en trouve dans le prolongement des mains de Sokolov quand elles s'envolent. J'ai dans mon cœur les yeux des vivants, bêtes mais aussi hommes ou fleurs, tous ceux que l'amour aide à vivre quand ils sont morts. Mon projet est de faire le portrait le plus complet qui soit d'un être humain, ne sachant de lui que ce qu'il donne, des notes, et plus précisément des intervalles de silence. C'est dans ces failles que brûle le minerai de l'humanité, de formation spirituelle inconnue. Vieux buffet, avec tes 3 gros boutons de culotte en bois à tes tiroirs. Vieux buffet, tu es comme le monde, trop chargé de biens et de souvenirs. La table où j'écris est rase comme un horizon vide. Plus vrai en ce sens. J'attends devant la table vide. Rêver, c'est se taire. Ce sillon de silence à mes lèvres est mon plus grand voyage. Il faut qu'à chaque instant, j'use et j'épuise tout ce que je possède pour être neuf. À chaque instant. J'écris pour vous rejoindre, mes frères et sœurs du monde analphabète du rêve, d'un rêve qui doit tout au Mont Blanc du cœur, plus haut sommet de nos vies. Avouez qu'on en aurait pris encore, hein. Le Murmure de Christian Bobin, et c'est lu, et pardon à Monsieur Noam Morgenstern d'avoir, je ne sais pour quelle raison, coupé son nom dans mes notes de réalisation de cette émission des livres plein les oreilles qui va s'achever bientôt avec un tout petit extrait de Nous traverserons des orages, parce que c'est une nouveauté de chez Gallimard Jeunesse. Et c'est un livre qui semble aussi rencontrer un grand succès. C'est un livre, Anne-Laure Bondou a écrit ce bouquin et elle nous en dit voilà l'histoire que je dois te raconter, celle de Saul, l'histoire d'une famille, d'une maison, d'un pays qui commence à la veille d'une guerre planétaire dans une ferme de hameaux qu'on appelle les Chaumes. Elle s'achèvera un siècle plus tard, au même endroit. Entre 2 époques, tu verras vivre ici 4 générations hantées par des secrets et des fantômes. Extrait. Année 1914. Mardi. Seul dans la chaleur de juillet,
Marty traverse la cour de la ferme. L'après-midi tire à sa fin, et pas un souffle d'air sur les chaumes. On entend bourdonner les mouches, tinter les cloches des vaches dans le champ d'à côté, le grincement d'une poulie quelque part, et le cœur de Marty qui tape dans sa poitrine. Il passe sous le tilleul à grands pas. Le chien est allongé en travers de son chemin. Il lui flanque à coups de pied. « Allez, oust, barre-toi de là !» Le corneau se carapate. Marty file vers l'escalier en pierre qui colimaçonne sur le flanc de la maison. Interdiction de grimper au grenier, Marty. Interdiction de ceci, interdiction de cela. Pff. Depuis qu'il a mis le feu l'autre jour au fenil, c'est simple, il n'a plus le droit de rien faire. Alors quoi ? Oui, et il va faire bien pire que de mettre le feu à cette bâtisse-là. Nous traverserons des orages. J'aurai l'occasion dans une autre émission de vous en faire écouter un petit peu plus long de ce livre-là d'Anne-Laure Bondou. C'est Gallimard Jeunesse qui a fait paraître ce livre audio. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première émission de la 10e année consécutive de Des livres plein les oreilles. Je voudrais remercier Samuel Badel qui était avec moi en régie. Je suis Clotilde Sey et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Salut.